aujourd'hui consacrée aux commerçants. Les petits commerçants, les grands commerçants, nous savons que la situation des commerçants est compliquée, mais tous les commerçants ne sont pas au même niveau puisqu'on a le commerce essentiel et le commerce dit non essentiel. Aujourd'hui, nous avons sur le tour de table le représentant du DERFIP, M. Guérel, ici cadre au niveau du DERFIP, Madame Mkolo de la DIECT, Madame Zuber du département et M. Idadi de la CSSM. Ils vont tous intervenir à tour de rôle pour présenter les différentes mesures auxquelles les commerçants peuvent s'accrocher, en tout cas demander pour pouvoir faire face à la situation compliquée du moment. Sans plus attendre, nous allons passer la parole à M. Guérel qui va présenter les dispositifs au niveau de la DERFIP. Je profite pour remercier Mayotte Première qui nous relaie depuis le Facebook de Mayotte la Première et également pour remercier le MEDEF qui est représenté ici par M. Rinaldi ainsi que les petits commerçants représentés par Mme Sofia Tassoumi, élue à la Chambre de commerce. L'association des petits commerçants du marché, de la rue du commerce n'a pas pu nous rejoindre pour cause de Covid, comme on le sait. Monsieur Guérel, vous avez la parole. Merci. On m'a demandé de venir vous exposer l'ensemble des mesures pouvant soutenir les commerçants à Mayotte. Donc je vous traiterai de ce sujet de l'aide des commerçants en deux points. D'abord, la présentation du Fonds de solidarité que vous connaissez tous et qui est mis en place depuis mars dernier. Pour mémoire, le Fonds de solidarité est aujourd'hui un mécanisme bien connu des professionnels mahorais qui a permis la distribution de 100 millions d'euros. Donc un dispositif d'aide vraiment important. Et dans un deuxième point, on parlera rapidement de la baisse des impôts de production dont peuvent bénéficier les commerçants et des mesures d'exonération potentielle et de report d'échéance qui, à défaut d'être aujourd'hui mis en place, seront peut-être mis en place demain. Donc pour commencer, un rapide rappel du Fonds de solidarité. Donc le Fonds de solidarité est un fonds qui permet aux commerçants qui connaissent des baisses de chiffre d'affaires de plus de 50% de bénéficier d'une prise en charge de ces pertes à hauteur de 80 ou 100% des pertes via le Fonds de solidarité. Donc ce Fonds de solidarité a été prorogé pour janvier. Il le sera a priori jusqu'à fin juin. Et donc je vais vous parler de la mise en place pratique du Fonds de solidarité pour décembre et janvier. Donc d'abord, qu'est-ce que le Fonds de solidarité? Donc comme je vous l'ai déjà dit, c'est une aide qui vient en fait compenser une perte de chiffre d'affaires induite de la crise sanitaire. Elle bénéficie à l'ensemble des commerçants et des professionnels de moins de salariés ou de plus de 50 salariés en fonction en fait de leur secteur d'activité, sachant qu'on a décomposé les secteurs d'activité en trois secteurs. Le secteur S1 qui est le secteur particulièrement touché, donc vous avez la liste sur impôts.gouv.fr. Le secteur S1 bis qui sont les professionnels qui sont touchés par ricochet des difficultés du premier secteur et tous les autres professionnels qui font partie des autres secteurs. Donc les sociétés qui ne font pas partie des secteurs S1 et S1 bis doivent avoir moins de 50 salariés pour bénéficier du Fonds de solidarité. Ils doivent avoir créé leur activité pour les demandes de décembre avant le 30 septembre 2020 et pour les demandes de janvier avant le 31 octobre 2020. Ils doivent avoir subi une baisse de chiffre d'affaires de plus de 50% par rapport à la période de référence qui est décembre. Et dans ce cas-là, la prise en charge de la perte peut aller jusqu'à 10 000 euros si elles ont fermé. Et si elles n'ont pas fermé, c'est une baisse, c'est une prise en charge de la perte de 80% de la perte pouvant aller jusqu'à 10 000 euros avec un minimum de 1 500 euros.
Pour le secteur S1, c'est-à-dire les entreprises les plus touchées, les commerçants les plus touchés, la prise en charge du fonds va dépendre en fait de la perte de chiffre d'affaires. Soit la perte est inférieure à 50%, il n'y a pas de prise en charge d'aide, soit la perte est entre 50 et 70% et il y a 80% de prise en charge de la perte jusqu'à 10 000 euros, soit la prise en charge à hauteur de 15% de la perte, enfin 15% du CA, donc jusqu'à 200 000 euros, et soit la perte est supérieure à 70 000 euros, à 70%, et la prise en charge pourra être jusqu'à 20% du chiffre d'affaires. Donc, des prises en charge qui sont importantes dans ce secteur, qui peuvent aller jusqu'à 200 000 euros. Et pour le secteur S1 bis, donc les secteurs touchés par ricochet, il faut que la perte de chiffre d'affaires soit supérieure à 50% et ça peut aller jusqu'à 10 000 euros dans la limite de 80% de la perte de chiffre d'affaires. Donc voilà pour ce qui est du rappel. Alors quand faire les demandes? Alors la demande au titre du mois de décembre est déjà ouverte. Elle a été mise en ligne le 15 janvier 2021. Elle est ouverte jusqu'à la fin du mois de février. Pour les pertes du mois de janvier, la demande n'est pas encore ouverte en ligne, mais elle sera ouverte d'ici la fin du mois et elle sera ouverte jusqu'au 31 mars 2021. Donc pour faire vos demandes, il faut aller sur votre espace fiscal personnel, sur impôts.gouv.fr et utiliser le document spécifique de fonds de solidarité. Alors combien, on vous l'a dit, une aide donc, qui peut aller jusqu'à 10 000 euros ou jusqu'à 200 000 euros pour certaines sociétés. Et donc une aide qui va être pérennisée a priori jusqu'à juin. Mais pour l'instant, nous avons les décrets d'application que pour décembre et janvier 2021. Peut-être que le dispositif va évoluer pour prendre en charge davantage de pertes. Nous le saurons dans les mois à venir. Je profite de l'occasion pour vous dire que le Fonds de solidarité est un droit, mais il répond à des conditions strictes. Et à l'analyse des demandes jusqu'ici honorées, la DRFiP s'est rendu compte que bon nombre de professionnels en fait, allaient au-delà en fait, des conditions d'application et qu'un certain nombre de montants avaient été indûment versés. Donc je voulais juste vous faire part de la nécessité de bien coller au dispositif car dans les mois à venir, les sommes indûment versées seront reprises. Donc lisez bien les formulaires et respectez bien les formulaires sous risque de reprise de ces fonds. Donc notamment pour les entreprises fermées, il faut que l'entreprise ait été fermée sur la totalité du mois de référence. Or à Mayotte, hors les discothèques, pour le mois de décembre et le mois de janvier, aucune entreprise n'a été fermée sur la totalité du mois. Du coup, il faudra demander le bénéfice non pas des entreprises fermées, mais de celui des entreprises potentiellement ouvertes avec une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50%. Au-delà du fonds de solidarité, la DGFiP est venue en aide auprès des commerçants à travers une baisse des impôts de production, essentiellement au niveau de la CVAE, donc, qui concerne la valeur ajoutée des entreprises avec une baisse de 50% du montant de la CVAE. En fait, c'est la part régionale de la CVAE qui va être abandonnée et ce qui va représenter une baisse d'imposition de plus d'1 million d'euros pour Mayotte. Il y aura également une légère baisse au niveau de la CET. Et pour les établissements industriels, donc on est un petit peu en dehors de notre champ de référence aujourd'hui que sont les commerçants, une baisse au niveau de la taxe foncière et de la CFE, mais qui ne concernera que les établissements industriels. La DRFiP vous accompagne aussi si vous voulez bénéficier de restitutions anticipées, de report en arrière de déficit. Nous ferons aussi notre possible pour rembourser de manière anticipée les éventuels CICE dont vous disposez, les crédits impôt recherche. Pour autant, en janvier 2021, aucune mesure d'exonération sur les résultats n'ont été mis en place. Aucun report d'échéance n'est pour l'instant mis en place, contrairement à ce qui avait été
organisé en mars dernier. Du coup, je vous invite à assurer l'ensemble de vos obligations déclaratives et de paiement pour pouvoir bénéficier effectivement de l'ensemble du fonds, car je le rappelle, le fonds est aujourd'hui réservé à l'ensemble des commerçants ou des professionnels qui répondent à leurs obligations déclaratives et à leurs obligations de paiement. Et dans l'hypothèse où des professionnels qui n'auraient pas respecté leurs obligations ont bénéficié du fonds, ces fonds seront repris. Voilà, j'espère que j'ai été clair. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter le site impôt.gouv.fr ou économie.gouv.fr en tapant dans votre moteur de recherche préféré le terme fonds de solidarité. Vous trouverez en fait l'ensemble de la réglementation applicable aujourd'hui, tant pour les demandes de décembre que pour les demandes de janvier 2021. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à changer avec Madame Colo qui va pouvoir de la DIEC intervenir pour le volet droit du travail, activité partielle et autres. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est mon nom Oulidam Colomari, chargée de mission à la DIEC au sein du service entreprise qui est chargé de l'instruction des demandes d'activité partielle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même informer les employeurs que notre équipe s'est mobilisée. Nous avons renforcé l'équipe pour mieux répondre aux demandes des employeurs, tant par mail que par téléphone, ainsi qu'à l'instruction des dossiers. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter l'activité partielle du droit commun, avant d'aborder l'activité partielle de longue durée. Alors, avant tout, il s'agit d'un dispositif mis en place par le ministère du Travail qui vient apporter son soutien aux employeurs et aux salariés qui connaissent aujourd'hui une baisse d'activité liée à la crise sanitaire, sachant que c'est un dispositif qui est mis en place depuis quelques années, mais il a été intensifié justement pour mieux répondre aux demandes que nous connaissons actuellement. Alors, c'est avant tout un outil de prévention des licenciements économiques qui permet aux employeurs de maintenir les salariés dans l'emploi et donc, en l'occurrence, de maintenir les compétences au sein de leurs établissements. Qui sont éligibles à ce dispositif? Alors, il faut savoir que tous les salariés ayant un contrat de travail de droit privé français sont éligibles à ce dispositif. Sont éligibles aussi toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, et leur taille. Je tiens quand même à préciser que les entrepreneurs indépendants ne sont pas éligibles, tout simplement parce qu'ils ne possèdent pas un contrat de travail, sachant que l'objectif de ce dispositif est de financer la perte de salaire et de compenser plutôt la perte de salaire aux salariés, et donc, en l'occurrence, par définition, un entrepreneur individuel n'a pas le statut de salarié. Ils ne sont pas éligibles également les gérants majoritaires d'une société, parce qu'ils n'ont pas, par définition, le statut de salarié, tout comme l'entrepreneur indépendant. Ensuite, les associés uniques dans une SARL ne sont pas éligibles parce qu'ils n'ont pas également le statut de salarié. Ensuite, j'ai mentionné tout à l'heure que les associations également peuvent aussi solliciter ce dispositif, c'est-à-dire des associations qui emploient des salariés,
Toutefois, il faut faire attention sur le double financement des charges du personnel, c'est-à-dire que les associations qui perçoivent des subventions au titre de financement des postes les associations qui perçoivent un double financement au titre des charges du personnel ne peuvent, en l'occurrence, ne peuvent pas demander l'activité partielle. Un contrôle peut être réalisé si il s'avère que l'association a perçu un double financement, que ce soit à la fois la subvention et puis les indemnités de l'activité partielle. Dans ce cas-là, les services concernés procéderont à la baisse de la subvention. Ensuite, passons maintenant à la procédure. Comment demander les indemnités de chômage partiel? Donc, il faut savoir que tout est dématérialisé. Tout se fait en ligne sur le site internet activitépartielle.emploi.gouv.fr. Dans un premier temps, l'employeur est invité d'abord à créer un compte. À l'issue de cette procédure, il reçoit par mail ses identifiants pour pouvoir y accéder et déposer sa DAP, nous ce qu'on appelle DAP, demande d'autorisation d'activité partielle, sachant que cette demande peut être déposée jusqu'à 30 jours à partir de la date de mise en chômage effectif, en chômage partiel effectif des salariés. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, une entreprise qui souhaite mettre ses salariés en chômage partiel en ce mois de février, l'employeur peut déposer une demande rétroactive allant jusqu'en janvier, mais pas au-delà. Le délai est de 30 jours. Ensuite, quelle est la durée maximale de demande d'autorisation de chômage partiel? Jusqu'à présent, elle est de 12 mois renouvelable. Après, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des évolutions dans les mois à venir, des évolutions qui interviendront par rapport à l'évolution de la crise sanitaire. Ensuite, une fois la demande d'autorisation déposée sur le site APART, le service instructeur effectue l'instruction. Éventuellement, on revient vers l'entreprise pour avoir plus de renseignements complémentaires. Et par la suite, une fois que la demande est conforme, elle est validée. Et l'employeur reçoit une notification par mail qui l'invite à déposer sa demande d'indemnisation. Parce qu'il faut savoir que la procédure se décompose en deux phases. Il y a d'abord la demande d'autorisation et par la suite la demande d'indemnisation. Donc la demande d'indemnisation est déposée à la fin du mois en cours. Par exemple, une entreprise qui dépose sa demande d'autorisation en février, elle doit attendre à la fin du mois une fois sa demande validée, elle doit attendre à la fin du mois pour déposer sa demande d'indemnisation à laquelle on lui demande de différencier les heures travaillées et les heures chômées pour qu'on puisse, faire le calcul des indemnités qui doivent lui être versées. Ensuite, passons à présent au taux d'indemnisation. Donc, il faut faire la distinction entre les allocations que perçoivent l'employeur et les indemnités versées aux salariés. Donc, l'État verse à l'employeur, les allocations sont versées à l'employeur par l'État via l'ASP, l'Agence de services de paiement. Et les indemnités sont versées par l'employeur aux salariés. Donc, en ce qui concerne les secteurs protégés, dits protégés, par exemple du tourisme, ainsi que les établissements concernés par la fermeture administrative, en l'occurrence actuellement la plupart des commerces, le taux d'éligibilité, il faut savoir que le taux d'éligibilité à présent est fixé à 70% de la rémunération brute du salarié. Donc, c'est ce que perçoit l'employeur. Les allocations perçues par l'employeur, c'est à hauteur de 70% de la rémunération brute, avec un plafond maximal de 24,38 €. Ensuite, le montant qui est versé par l'employeur au salarié, c'est toujours à hauteur de 70% de sa rémunération brute, toujours avec le plafond de 24,38 €.
En ce qui concerne les secteurs non protégés, c'est-à-dire qui ne sont pas soumis obligatoirement par la fermeture administrative, qui ont la possibilité de maintenir leurs activités en présentiel, le taux d'éligibilité il différencie selon la baisse du chiffre d'affaires. Selon la baisse du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que si l'entreprise connaît un chiffre d'affaires, la baisse du chiffre d'affaires d'au moins 60%, le taux d'éligibilité de l'allocation versée à l'employeur est de 70%. Et si, en revanche, l'entreprise connaît une baisse du chiffre d'affaires qui est inférieure à 60%, l'employeur perçoit des allocations à hauteur d'un taux d'éligibilité de 60% de la rémunération brute. Par contre, pour ce qui est des indemnités que l'employeur verse aux salariés, le taux ne change pas, il reste toujours le même à 70% de la rémunération brute. Sachant que le taux plancher en 2021 est fixé, ici à Mayotte, est fixé à 7,09, c'est-à-dire que le taux plancher, c'est le taux minimal que l'employeur doit saisir sur le site pour pouvoir, pour que le calcul puisse faire sur les indemnités, sur le versement des indemnités. Alors, les taux que je viens d'exposer sont applicables jusqu'au 28 février. Après, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des évolutions justement par rapport à l'évolution du contexte actuel. Ensuite, je vais vous donner quelques chiffres pour vous donner une idée des demandes que nous traitons depuis la mise en place du dispositif, depuis le renforcement du dispositif depuis 2020. Donc, il faut savoir qu'en termes d'effectifs, avant la crise, on avait juste un agent, un ETP, qui était dédié pleinement sur ce dispositif. Aujourd'hui, nous sommes passés à 5 agents. Donc, nous sommes montés en compétences pour mieux répondre aux demandes des employeurs. Donc, en termes de le nombre d'heures indemnisées ici à Mayotte, nous sommes à plus de 2 millions de nombre d'heures indemnisées pour 25 millions d'euros, qui concerne donc 9 100 salariés bénéficiaires. Et ce sont donc plus de 3 000 salariés en moyenne par an qui sont placés en activité partielle. Et aujourd'hui, on compte plus de 1800 entreprises inscrites sur le site APART, activité partielle. Ensuite, je tenais à rappeler quand même les sanctions prévues en cas de fraude à l'activité partielle, parce qu'il faut savoir que depuis mai 2020, il y a eu l'opération de contrôle a posteriori qui a été lancée au niveau national et au niveau territorial. Donc, en ce qui concerne le nombre de contrôles qui ont été réalisés, c'était plus de 50 000 contrôles réalisés au niveau national. Et ce sont 1400 cas de suspicion de fraude qui ont été détectés et traités. Et ici, à Mayotte, nous avons pu réaliser plus de 200 contrôles. Donc, quelles sanctions s'expose un employeur qui souhaiterait, qui serait tenté, on va dire, qui serait tenté de frauder à ce dispositif? Donc, il y a d'abord la possibilité nous avons, nous à l'interne, le service instructeur, la possibilité de demander le remboursement, le reversement des aides perçues au titre des heures chômées, au titre des aides perçues par l'employeur. Ensuite, il y a d'autres procédures. On est amené également à solliciter nos collègues de l'inspection du travail qui font un travail formidable sur le terrain de contrôle pour justement repérer les cas de suspicion de fraude. Et puis, donc, les autres sanctions, l'employeur s'expose à une interdiction de bénéficier pendant 5 ans d'aide publique et puis également des sanctions pénales qui sont prévues.
Ensuite, pour tout contact, les personnes qui souhaitent nous joindre pour demander un accompagnement sur la création du compte ou le dépôt de la demande ou faire le suivi de leur demande, nous avons une adresse mail, une boîte mail institutionnelle dédiée à l'activité partielle, donc c'est 976.activite, activité mais sans accent, _du6 partiel@diect.gouv.fr. Ensuite, vous avez également 2 numéros de téléphone fixe, 02 69 61 48 49 et le deuxième numéro 02 69 61 93 40. Bien évidemment, il y a des questions auxquelles nous, à l'interne, on n'arrive pas à apporter de réponse. Donc, on travaille en collaboration étroite avec nos confrères de l'ASP qui nous épaulent également. Et puis, il y a également un numéro d'assistance en ligne pour les questions plus techniques relatives, par exemple, à la création d'un compte sur le site ou au changement de RIB, etc. Sachant que nous, à la DIECT, notre domaine de compétences se limite à l'instruction des demandes d'autorisation, demande d'indemnisation et puis au renseignement. Pour tout ce qui est pour tout ce qui relève des questions plus techniques sur le site APART, soit on sollicite nos confrères de l'ASP ou alors on oriente vers le numéro d'assistance qui est en ligne. Donc, je viens d'exposer en quelques mots le dispositif activité partielle de droit commun. Présent, je vais passer brièvement sur l'activité partielle de longue durée qui n'est pas suffisamment sollicitée à Mayotte. À l'heure actuelle, nous avons reçu que 3 demandes des entreprises. Alors, donc, contrairement à l'activité de droit commun dont la durée d'autorisation se limite à 12 mois, pour l'activité partielle de longue durée, comme son nom l'indique, l'employeur a la possibilité de demander une période jusqu'à 24 mois, consécutifs ou non. Donc, ce dispositif, tout comme le précédent que je viens de vous présenter, s'adresse à toutes les entreprises. Quels sont les taux d'intervention? L'employeur perçoit les allocations à hauteur de 70% de la rémunération brute et puis il verse les indemnités, il verse au salarié l'équivalent de 60% de sa rémunération brute. Je pense que ça va. Voilà tout ce que je pouvais dire à présent. Merci beaucoup. Nous allons passer tout de suite au département et on va finir par la CSSM. Bonjour à tous. Je suis Maïké Soubert, chef de service développement touristique au département. Et je m'occupe également, depuis l'année dernière, du plan de reprise et de continuité des activités économiques sur le Covid-19. Donc, Mayotte étant en situation d'urgence sanitaire jusqu'en septembre 2020, le département a élaboré un plan de reprise et de continuité des activités qui contient une vingtaine de mesures. Ces mesures sont extraites des besoins qui ont été remontés par les entreprises avec le concours donc, de l'ADIM et des chambres consulaires et concernent le secteur pêche, BTP, transport, commerce, tourisme et l'économie sociale et solidaire. Donc, nos partenariats sont actuellement finalisés et des mesures ont été lancées, d'autres sont en cours et d'autres ont été donc mis en pause avec le confinement actuel. Donc, en ce qui concerne le commerce, les mesures que je vous expose aujourd'hui sont faites en partenariat donc, avec la CCI en l'occurrence et sont en 3 étapes. Donc, la première étape de l'aide qui a été mise en place, c'est une aide sur les exonérations des loyers des commerçants, des marchés. Donc il s'agit de 5 mois de loyer qui sont exonérés pour les commerçants sur l'année 2020. Ensuite, la prise en charge des loyers des commerçants qui sont installés à l'aéroport. Et ceci se fait avec le concours de la communauté des communes de Petite Terre. Et les loyers donc, sont pris en charge entre mars et décembre 2020. Et ce travail a été donc réalisé maintenant et sera effectif d'ici la fin du mois de février.
Et le résultat est que 95% des commerces qui sont installés donc, à l'aéroport, 100% de leurs dettes sur ces loyers seront effacées. Le projet, la troisième étape, c'est l'incitation à la consommation locale. Donc aujourd'hui, on a un défi qui est majeur avec cette crise sanitaire dont on ne connaît pas encore la durée. Il s'agit de changer les habitudes. Tout le monde doit s'adapter, que ce soit le consommateur ou le commerçant. Donc le projet qui est actuellement lancé s'appelle le Douka 2.0. Il concerne 250 commerces pour l'instant, qui sera donc accompagné d'une campagne qui s'appelle J'aime mon Douka et des chèques consommation qui seront offerts donc après un achat dans un des Doukas. Un Douka, il s'agit d'un petit commerce de proximité qui représente environ 40% des TPE de Mayotte. Donc ces mesures sont complémentaires. Le Douka, la promotion, plus les chèques, les bons de consommation, dont la finalité est donc de maintenir et de relancer la consommation dans les petits commerces de proximité, les moderniser et en même temps dynamiser donc, le rural. Donc nous savons que ces petits commerces, donc, comme je l'ai dit, représentent près de 40% des TPE et la grande majorité d'entre elles est tenue par des personnes qui sont éloignées du numérique, qui maîtrisent mal souvent la langue française et qui n'ont pas toujours la notion de chiffre d'affaires. Donc la mesure sera dans un premier temps de former, donc une première phase de formation en gestion d'entreprise, dans la vente, qui sera complétée également par de la formation sur la communication, la qualité de l'accueil et également sur le numérique, donc la création d'adresses mail, de déclarations, l'information sur les déclarations fiscales, les déclarations sociales. Donc une formation à leurs obligations fiscales et sociales que vous savez donc combien importantes, comme on vous l'a dit précédemment. Et cela se fera donc en collaboration avec nos partenaires qui sont la DIECT, la CSSM et la DERFIP. Ensuite, dans une deuxième étape, consistera à les accompagner à mieux gérer leurs points de vente. Donc, en travaillant, en leur permettant de travailler avec des équipements qui sont modernes. Donc, on va moderniser les Doukas par l'acquisition d'outils, de caisses, de logiciels, de balance électronique, de réhabilitation de façade, et également par l'aménagement et le rafraîchissement du point de vente. Donc, tout cela pour, dans un troisième temps, leur apporter une visibilité, donc avec la promotion qui sera faite sur la campagne J'aime mon Douka, et également la mise en place d'une marketplace, et donc de la promotion de ce modèle de consommation, consommer local. Donc, et dans une dernière étape, pour la consommation, en partenariat avec les intercommunalités, on incitera à la consommation dans ces petits commerces via des bons de consommation qui seront offerts après un achat minimum dans un des Doukas et qui sera valable uniquement dans un Douka également. Donc cela pourra concerner à peu près 1000 commerces. Donc le département à l'heure actuelle, oui, amène des réflexions, on s'adapte. Comme vous savez, notre tissu économique demande des mesures spécifiques et adaptées. Pour rappel, avec l'arrivée de la Covid-19, le département venait de se doter d'une plateforme de dématérialisation, une plateforme des demandes d'aide du département. Donc cette plateforme a quasiment été inaugurée avec les aides de Covid qui ont été le fonds de soutien départemental, l'aide que vous connaissez de 1 000 €. Donc la formation a été extrêmement rapide pour pouvoir s'adapter et des équipes, pour pouvoir adapter les équipes à être opérationnelles rapidement. Et ce fonds de soutien avait mobilisé des équipes sur le terrain pour pouvoir accompagner les entreprises, les aider à faire leurs déclarations. Donc dans toutes les communes, des formations étaient faites sur des agents de proximité pour pouvoir aider les entreprises. Ensuite, donc, sur ces dossiers-là, sur le fonds de soutien du département, nous sommes actuellement à environ 2600 dossiers qui ont été validés, dont des 2 tiers sont payés. Le département également s'était adapté avec son prêt d'honneur à taux zéro qui habituellement est de 20 000 €. Durant la crise Covid-19, il a été passé à 30 000 € et puis remonté à 50 000 pour s'adapter aux besoins des entreprises. Un prêt d'honneur supplémentaire a été instauré de 10 000 € pour les petites entreprises. Donc toute cette expérience a révélé quand même le besoin d'accompagnement des entreprises pour leur formalisation et leurs besoins administratifs et pour la recherche de financement. Donc, même si le département a déployé durant ces 2 dernières années environ 8 millions d'euros pour accompagner ces entreprises à leur formalisation,
pour les aider à leur pérennité, il faut quand même aller plus loin. Donc, ce sont des conventions qui sont pluriannuelles avec les structures d'accompagnement. Donc, les accompagnements continueront à se faire pour pouvoir les formaliser, pour les accompagner, car une fois que les entreprises ont réussi à survivre avec les fonds qui ont été mis en place par l'État et le département, il faut maintenant assurer leur pérennité et qu'ils puissent se formaliser et pouvoir bénéficier aux futures aides qui seront mises en place dans le futur ou très, très prochainement. Donc voilà pour les informations que je souhaitais vous apporter sur la partie commerce aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Mouengue. Nous allons donc accueillir maintenant la CSSM. Et un petit clin d'œil à M. Pivin, donc le DERFIP qui nous a rejoint, qui nous fait, pour ceux qui auront des questions tout à l'heure sur le live, on a vraiment tous les experts qu'il faut pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Je vais inviter maintenant la CSSM. Venez. D'accord. Une ouverture, puisque je n'ai pas le micro. Merci. Bonjour à tous. Donc, c'est Ouidadi qui va faire la présentation des dernières mesures pour le volet des cotisations sociales et donc de vos relations avec l'URSSAF. Simplement, ce que je tenais à vous dire, c'est que toutes les mesures ne sont pas encore consolidées. Nous vivons sous les règles de la loi de finances rectificative du mois d'août, ainsi que sur la loi de finances de sécurité sociale de 2021. Pour autant, il y a un certain nombre d'arbitrages qui ne sont pas encore tout à fait terminés, mais c'est important que je vous le dise aujourd'hui pour que vous puissiez vous y retrouver par la suite plus simplement. En effet, on s'intéresse donc aux entreprises du commerce, mais les règles nationales, les mesures exceptionnelles gouvernementales s'appliquent à tous les secteurs d'activité du secteur privé dès lors qu'il y a au moins un salarié. Donc c'est ce public-là qui est visé, vous en tant qu'employeur, et non pas vous en tant que travailleur indépendant. Ça a déjà été dit par la collègue de la DIECT, mais je tiens à le répéter aussi, que donc cela s'adresse aux employeurs du secteur privé, quel que soit leur statut juridique, qu'ils soient associatifs ou pas. Donc ça, c'était, à mon sens, une chose importante à préciser. C'est donc les secteurs d'activité 1 bis et 2. Les derniers décrets ont élargi les secteurs et je vous parlais d'arbitrage. Donc sur cet arbitrage, c'est effectivement pour qu'on puisse tous s'y retrouver de manière un peu plus facile, c'est d'avoir les codes APE, NAF associés, de façon à ce que selon votre secteur d'activité, avec votre code APE, votre code NAF, vous puissiez voir tout de suite si vous êtes potentiellement éligible ou pas. Parce que si je vous donne des libellés, il y a tout de suite des questions qui vont naître. Donc ce que je vous tenais à dire, c'est que ce n'est pas encore tout à fait arbitré. Et donc on reviendra vers vous dès que ça sera fait. Donc là maintenant, je vais laisser la parole à Ouidadi et qui interviendra aussi sur un projet de décret qui est très important pour tous ceux qui ne sont pas éligibles directement au secteur 1 bis et secteur 2, puisqu'il y a effectivement le fait d'appartenir à ces secteurs, mais il y a également des critères de seuil d'effectifs qui ont été élargis pour le secteur 2, mais pour autant, il y a un projet de décret qui est en cours et qui est en cours d'arbitrage pour pouvoir permettre aux secteurs qui ne rentrent pas dans les premiers critères d'éligibilité de bénéficier sous condition, le collègue de la DIECT, de la DERFIP l'a bien expliqué, il y a des conditions de perte de chiffre d'affaires par ricochet. Donc, il y a des possibilités de remise de dette partielle. Donc, remise de dette partielle, ça touche toujours les cotisations sociales patronales, jamais les salariales.
Voilà. Et pour conclure, on vous remettra et on donnera donc à la CCI les liens. Alors donc nous, ça c'est toujours les boîtes aux lettres. Ouidadi les rappellera, mais surtout des liens que la Caisse nationale donc met à jour les informations de façon, on va dire quasi en temps réel, qui vous permettent d'accéder à plus d'informations, quel que soit le domaine dans lequel vous vous posez des questions par rapport aux mesures en cours. Voilà. Donc je laisse tout de suite la parole à Ouidadi, si tu veux bien. Bonjour, Ouidadi Magdi, responsable du pôle recouvrement à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Je vais vous présenter aujourd'hui les dispositifs que la Caisse, qui fait partie du réseau de la COS et des URSSAF, a mis en place pour accompagner les entreprises, les employeurs ici à Mayotte. Ces mesures, comme l'a rappelé Madame Aran tout à l'heure, concerne aussi bien les commerces, mais tous les secteurs d'activité, dans la mesure où à partir du moment où l'entreprise emploie un salarié. Ces mesures, ils sont au nombre de 5, à commencer par l'exonération partielle des cotisations sociales, l'aide au paiement. Ces mesures, nous avons déjà eu l'occasion de les évoquer lors de différentes réunions avec les partenaires ou lors de nos interventions auprès des médias locaux. Il y a aussi, en plus de ces 2 mesures, la remise partielle des dettes et une dernière mesure qui concerne la prise en charge des congés payés que je vais vous exposer, qui fait partie d'un projet de décret qui sortira très prochainement. Voilà. L'exonération des cotisations patronales, en quoi elle consiste? Il s'agit d'une aide que l'employeur peut utiliser depuis le mois de février 2020 et qui est applicable jusqu'à décembre 2020. Nous sommes en attente d'instructions et de textes pour savoir l'application de ces mesures en 2021. Mais d'ores et déjà, ces mesures peuvent être appliquées jusqu'au mois de décembre 2020. L'exonération de cotisations concerne toutes les cotisations patronales, après déduction de la réduction générale de cotisations. Il s'agit en l'occurrence de la cotisation assurance maladie, de la cotisation vieillesse, de la cotisation d'allocation familiale, de la cotisation chômage. Sont exclus de ce dispositif les cotisations accident de travail, le FNAL et le versement mobilité et la contribution au dialogue social. Donc l'employeur peut, dès l'instant où il a déjà appliqué sa réduction bas salaire, si l'employeur fait partie, j'ai oublié de le rappeler, des secteurs éligibles qui sont les secteurs S1, le secteur S1 bis et le secteur S2, dès lors où l'employeur fait partie de ces secteurs, il peut appliquer l'exonération de cotisation. La deuxième mesure concerne l'aide au paiement. L'aide au paiement qui consiste à un crédit social que l'employeur peut utiliser pour payer ses cotisations. Les cotisations qui sont nées pendant la crise ou les cotisations qui sont nées après la crise, et même s'il reste encore un crédit, les cotisations qui étaient déjà exigibles et qui n'étaient pas payées avant qu'on entre dans la période de crise au mois de février 2021. L'aide au paiement est égale à 20% de la masse salariale payée et déclarée du mois de février 2020 jusqu'au mois de décembre 2020. Nous sommes toujours en attente d'instruction pour l'année 2021. L'aide au paiement bénéficie aux mêmes employeurs que l'exonération des cotisations patronales,
c'est-à-dire les employeurs qui sont dans le secteur S1, S1 bis et S2. La troisième mesure que je vais vous exposer, il s'agit de la remise partielle des dettes. Cette mesure doit obligatoirement s'accompagner d'une demande de mise en place d'un échéancier. Et cette mesure concerne toutes les entreprises et les employeurs qui ne peuvent pas bénéficier des deux premières mesures que je viens de citer, c'est-à-dire l'exonération des cotisations et l'aide au paiement. L'entreprise doit avoir un effectif inférieur à 250 salariés et il doit faire sa demande en ligne. Le formulaire sera disponible sur www.ursaf.fr. Il sera mis en ligne très prochainement pour que les employeurs puissent faire la demande de remise partielle des dettes. Cette demande consiste à une remise de 50% maximum du montant de la dette qui reste due durant la période de crise et uniquement les cotisations patronales. La condition, il faut que l'employeur ait payé la totalité des cotisations salariales qui sont dues. Donc, je répète, pour cette mesure de remise partielle des dettes, elle concerne les employeurs qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide au paiement et de l'exonération partielle des cotisations patronales. La quatrième mesure qui est en cours et sur laquelle nous attendons la sortie du décret prochainement, c'est la prise en charge des congés payés dans les secteurs les plus fragiles qui sont le secteur S1, S1 bis et S2. L'employeur qui aura connu 140 jours d'interdiction d'accueil au public ou une perte de chiffre d'affaires au moins égale à 90% aura la possibilité aura une indemnisation à hauteur de 70% de la rémunération dans la limite de 4,5 SMIG avec un montant horaire minimal à 8,11%. Ce circuit d'indemnisation passera par l'ASP et les rémunérations sont soumises à cotisation en tant que revenu d'activité. Donc voilà rapidement les différentes mesures et dispositifs que la Caisse de sécurité sociale a mis en place pour accompagner les employeurs durant cette période de crise. J'ai été assez bref, mais nous sommes en attente des questions pour pouvoir éclaircir toutes ces mesures et les conditions d'application éventuelles. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants. Nous allons pouvoir prendre quelques questions, certainement pendant encore quelques minutes. Et puis, comme pour le premier webinaire, celui-ci sera diffusé en replay sur nos réseaux. Donc, tous nos opérateurs économiques pourront les revisionner et poser leurs questions que nous ne manquerons pas de transmettre à nos différents partenaires ici, experts, pour donner leurs réponses. Alors, déjà, est-ce que dans la salle, on a des questions? Sinon, Laurent, n'hésite pas, dès qu'il y a des questions qui arrivent sur le Facebook Live, à venir les poser. On va peut-être commencer par toi et puis ensuite Marcel. Ok, Laurent. Alors, je vais les donner en vrac. Elles sont remontées par le Facebook Live, mais aussi par la cellule d'urgence, le numéro de téléphone que j'en rappelle. C'était un petit point sur le PGE. Est-ce que c'est encore ouvert? Est-ce qu'on peut ouvrir de nouveaux PGE, etc. Quid de cette mesure? Comment ça se passe pour le fonds de solidarité pour les entreprises qui ont ouvert en 2020, mais qui ont réalisé un chiffre d'affaires conséquent même, sur septembre, octobre, novembre, et qui voient dans les déclarations une période de comparaison qui n'est pas spécialement adaptée, où il faut juste préciser un petit peu les choses là-dessus pour qu'elles puissent maintenant bénéficier du fonds de solidarité.
Il y a une question plutôt pour la CCI, pour le lancement du DOUCA 2.0 et l'éligibilité des établissements. Donc je pense que là-dessus on communiquera nous-mêmes rapidement là-dessus, même si on laissera la parole au CD pour expliquer le fonctionnement général du schéma. Une question lancinante sur quid des indépendants et des gérants non salariés, puisque visiblement ils n'ont quand même pas de guichet spécifiquement auquel s'adresser. Et beaucoup, on peut en témoigner au niveau de la cellule d'urgence, nous appellent et sont dans le plus profond dénuement. Une question sur l'activité partielle et la fermeture des écoles. Est-ce qu'il pourrait être précisé comment ça se passe pour les personnes qui, devant garder les enfants, ne peuvent pas aller travailler? Est-ce qu'on les met automatiquement en activité partielle? Voilà, ça c'est une question, je pense, plus orientée directe. Et une dernière question peut-être pour l'ECD, c'est la perception des aides aux entreprises par l'ECD. On a beaucoup de retours sur... on a déposé les dossiers, mais on n'a pas encore reçu ces aides. Quid de ces dossiers d'une façon générale? Voilà, ça fait beaucoup de questions, mais on a essayé de concentrer ce qu'on a reçu. Fonds de solidarité et aux dates de création. En fait, pour revenir sur le fonds de solidarité, en fait, il y a quatre hypothèses. La première hypothèse, c'est la société est totalement fermée administrativement sur la totalité du mois et dès lors, elle a le droit à une indemnité en fait allant jusqu'à 10 000 € ou 20% de son CA plafonné à 200 000 €. Si l'entreprise n'est pas fermée sur la totalité du mois, comme ce sera le cas sur décembre et sur janvier à Mayotte, alors il faut distinguer le secteur d'activité dans lequel elle travaille. Soit elle travaille dans un secteur qui n'est pas ciblé, c'est-à-dire hors secteur restaurant, hôtellerie, tourisme ou secteur touché par ricochet. Dans ce cas-là, il faut qu'elle ait une perte supérieure à 50% du chiffre d'affaires de référence, qui est toujours le chiffre d'affaires de 2019, sauf si l'entreprise a créé son activité en 2020, auquel cas on prend souvent le dernier mois, enfin les premiers mois de référence. Je vous invite à consulter le site impôt.gouv.fr pour vérifier en fonction de votre date de création la date de chiffre d'affaires de référence. Donc si la société ne fait pas partie des secteurs d'activité référencés comme particulièrement touchés, elle a le droit effectivement à une aide plafonnée à 1 500 € à hauteur de la perte bien sûr, sous réserve qu'elle ait moins de 50 personnes. Pour les sociétés de plus de 50 personnes ou les entreprises de plus de 50 personnes, pas d'aide. Après, si elle fait partie du secteur particulièrement touché, le secteur S1, tourisme, restauration, ça fait partie des commerçants. Dans ce cas-là, il faut distinguer en fait si la perte est supérieure à 50% et inférieure à 70%, ou supérieure à 50% mais inférieure à 70%. Dans le premier cas, elle a le droit à 10 000 € ou 15% du CA plafonné à 200 000 €. Et dans le deuxième cas, elle a le droit à 10 000 € ou 20% du CA et non 15%, plafonné à 200 000 €. Et là, on voit que le dispositif est plus large parce qu'il couvre non seulement les sociétés de moins de 50 personnes, mais aussi les sociétés de plus de 50 personnes sans limite. Mais il faut appartenir au secteur le plus touché, c'est-à-dire en gros les hôtels, les restaurants, les activités culturelles et sportives, pour faire simple. Dernier cas, vous faites partie du secteur S1 bis, c'est-à-dire vous êtes un professionnel qui est touché par ricochet par les difficultés du secteur S1. En gros, vous êtes un commerçant en gros, vous êtes un commerçant de détail. Je vous invite là encore à aller voir notre site impôt.gouv.fr. Et dans ce cas-là, il faut que vous ayez moins de 50 personnes. Il n'y a pas de prise en charge pour les sociétés de plus de 50 personnes. Il faut avoir une perte de plus de 50% du chiffre d'affaires. Et dans ce cas-là, vous avez droit de 80% de votre prise en charge, enfin 80% de votre perte plafonnée à 10 000 €. Mais là encore, on a rajouté une exigence. Il faut, au regard de votre date de création, si vous êtes créé avant 2019, que vous ayez subi une perte d'au moins 10% de votre chiffre d'affaires entre 2020 et 2019. Si vous avez été créé après mars 2020, avant mars 2020, mais après décembre, il faut que vous ayez subi sur le premier confinement
de mars à juin, une perte conséquente, une perte de 80% de votre chiffre d'affaires pendant le premier confinement. Et si vous avez été créé après le premier confinement, mais vous avez droit à la demande, dans ce cas-là, il faut que vous ayez connu sur novembre une perte de 80% de votre chiffre d'affaires par rapport à la période de référence. Donc vous avez vu une situation un petit peu complexe, 4 cas. À Mayotte, a priori, on n'aura pas sur décembre et janvier le premier cas, mais vous pouvez être soit dans le deuxième cas parce que vous êtes dans un secteur, on va dire, non ciblé, donc 1 500 €, soit vous êtes dans un secteur ciblé, jusqu'à 200 000 € considérés au sein du groupe, soit 10 000 € au regard de votre appartenance soit au secteur S1, soit au secteur S1 bis. Voilà. Merci, M. Guérel. Un mot sur le PGE ou on passe pas de réponse sur le PGE, peut-être du coup le CD sur le DOCA 2.0 et puis la DIECT sur l'activité partielle. Et, pour ma part, pour la question sur le DOCA 2.0 et l'éligibilité, donc aujourd'hui, nous connaissons le nombre d'entreprises qui concernent donc, toutes les communes. Nous connaissons la répartition, le nombre d'entreprises par commune. Mais il y a des critères donc, qui ont été définis, par exemple le nombre de salariés et des critères qui sont un peu plus fins en fonction des objectifs que le département a sur cette mesure. Donc des critères sont en cours d'affinage pour pouvoir retenir les commerçants. Ensuite, pour ce qui concerne le fonds de soutien du département, à l'heure actuelle, comme je vous ai dit, il y a 2 groupes d'entreprises, ceux qui ont réussi à faire leur demande directement sur la plateforme. Donc ceux-là, s'ils ont des questions à poser, peuvent s'adresser donc à la DIM, l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte, ou au département, pour savoir un peu plus pour avoir plus d'informations sur leur dossier. Le deuxième cas concerne les entreprises qui ont été accompagnées pour effectuer leur demande en ligne, donc via des chambres consulaires. Ceux-là, nous leur demandons de joindre la cellule d'urgence qui est en train actuellement, donc depuis un mois, a repris un travail d'appel, de rappel des entreprises pour pouvoir finaliser certains dossiers, les derniers dossiers qui restent. Dans les 2 dernières semaines, on en a repêché à peu près une centaine. Donc là, on rappelle les personnes, les entreprises vraiment pour pouvoir... on a repris les contacts avec les cellules locales, donc les CCAS, les mairies, pour pouvoir retrouver ces personnes qui ont des fois qu'un numéro de téléphone, qui n'est peut-être plus actif. Donc ce travail est en train d'être réalisé. Donc n'hésitez pas, contactez soit la cellule d'urgence de la CCI, soit la DIM ou le département. Les services des entreprises est toujours actifs. Merci. Sur l'activité partielle, je pense que la question a plutôt trait au... Vous savez, avant, il avait existé ce qu'on appelait l'arrêt de travail pour garde d'enfants. On dirait que c'est quelque chose qui ressemble à ça. Alors, qu'est-ce qui peut se faire? Alors, en ce qui concerne les parents sont contraints de rester à la maison pour la garde d'enfants. Ils sont également éligibles à l'activité partielle. Il faut tout simplement apporter des justificatifs à son employeur, c'est-à-dire le document notifiant la fermeture de l'établissement scolaire, ainsi que d'autres documents qui sont demandés. Donc ces documents sont à fournir à l'employeur qui se charge par la suite de déposer la demande d'autorisation. Très bien. Je crois qu'on avait 2 séries de questions auxquelles on n'a pas de réponse ici et que nous allons faire suivre à nos experts. C'est sur les indépendants et gérants non salariés et puis le PGE. Donc les réponses pourront survenir par la suite. Est-ce que dans la série de questions, la CSSM, vous avez des compléments de réponse à apporter? Merci. Par rapport à ce que vous avez signalé, Monsieur Alonso, là, sur les questions sur la garde d'enfants à domicile, l'activité partielle, la fermeture, nous sommes en train de préparer au niveau de la Caisse de sécurité sociale
un communiqué de presse que nous n'avons pas encore publié parce que les cas de figure sont extrêmement compliqués. Ça devient, disons, je ne vais pas parler de jungle, mais il faut quand même qu'on puisse, et les uns et les autres, s'y retrouver dans ce paysage-là, parce que selon la nature de l'arrêt, fermeture administrative, ou alors parce que vous revenez, que vous êtes en septaine, etc., la réponse n'est pas exactement la même en termes de prise en charge. Et selon que l'activité est télétravaillable ou pas, ça rentre aussi maintenant en considération. Donc c'est ce travail-là qu'on est en train de finir avec nos caisses nationales respectives et validation aussi partenariale avec la DIECT, puisque comme le disait la collègue, ça a un lien étroit entre ce qui peut être pris en charge au titre de l'arrêt de l'activité partielle, et ce qui peut être pris en charge au titre d'un arrêt de travail, donc par l'assurance maladie. Donc le communiqué de presse donc va sortir. Les derniers ajustements sont en cours, mais on est en comité de relecture parce que l'objectif, c'est de le faire lire par quelqu'un de candide, passez-moi l'expression, de façon à être sûr qu'il soit compris par tout un chacun dans le grand public, parce que ce n'est pas évident si on conserve notre jargon administratif. Voilà, ça c'était une chose. Et sinon, pour les travailleurs indépendants, donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous continuons à délivrer les attestations d'affiliation, comme on l'a fait durant toute la période, ce qui permet dans certains cas de les rendre éligibles à d'autres ou à certains dispositifs. En tout cas, s'agissant du volet des cotisations sociales, bon, je ne reviendrai pas sur un sujet qui fâche, qui est celui de la suspension du recouvrement des cotisations sociales depuis presque 10 ans maintenant, il faut le dire, depuis le décret de fin 2011. Donc, comme il y a les mesures qui sont prises au niveau du réseau national du recouvrement, ce sont, tout comme pour les employeurs, ce sont aussi des mesures de suspension ou d'atténuation du montant des cotisations recouvrées à partir donc des déclarations de revenus habituels. Donc ça, on n'est pas concerné, entre guillemets, dans la mesure où il n'y a pas de recouvrement. Le second volet qui fâche aussi, c'est le fait que les travailleurs indépendants de Mayotte n'ont pas été éligibles, ne le sont toujours pas, au volet action sociale de la Caisse nationale de protection sociale des travailleurs indépendants, parce que c'était un dispositif d'action sociale bien spécifique pour aider les travailleurs indépendants qui étaient en difficulté pour payer leurs cotisations sociales, faire face à leurs obligations pour des motifs de difficultés de travail, enfin je veux dire de maladie, d'handicap ou d'hospitalisation, enfin peu importe. Il y avait une action sociale qui était vraiment liée à l'aide au paiement des cotisations sociales. Mais ça s'est fait dans le cadre de l'ancien régime qui n'a pas existé ici, qui s'appelait le régime social des indépendants, le fameux RSI, qui a vécu donc de 2006 à 2020, puisque depuis le 1er janvier 2020, ça a été intégré donc au recouvrement classique. Mais pour Mayotte, malheureusement, je le dis bien, jusqu'ici, ce volet-là d'action sociale, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de cotisation, mais pas depuis 2011, depuis toujours, parce qu'on n'était pas dans le dispositif RSI. Il n'y a pas et il n'y aura pas, à ma connaissance, à ce jour, en tout cas, de prise en charge au titre de l'action sociale. Alors peut-être que, oui, Dadi, tu as quelque chose sur les gérants majoritaires ou non majoritaires ? C'est le même dispositif. Voilà, merci. Merci pour ce premier tour d'horizon. Nous allons inviter maintenant Marcel Rinaldi, qui représente les commerçants et également le MEDEF, à poser également des questions. Merci. Alors, plusieurs questions. Je vais toutes les poser d'un coup. Donc, pour la DRFIP, si on suit bien, donc pour février, il n'y a encore aucune décision qui a été prise. Et est-ce qu'il est possible d'avoir un document un peu plus synthétique d'explication qu'on peut faire suivre aux adhérents ? Pour l'activité partielle, les délais de réponse de l'administration en cas de demande et de paiement des indemnités. Et pour les entreprises les plus fragiles, est-ce qu'un dispositif de subrogation est mis en place, c'est-à-dire le paiement direct aux salariés plutôt qu'à l'employeur pour ceux qui n'ont pas la trésorerie pour pouvoir avancer les salaires à la fin du mois? Pour le département, on note bien la volonté
d'investir sur le long terme, mais quelles mesures d'urgence vont être prises pour les entreprises qui vont être fermées en mois de février et qui vont subir des pertes importantes et qui peut-être ne pourront pas s'en relever pour se moderniser. Ensuite, il y avait également des aides Covid qui avaient été mises en place par le département pour l'investissement dans le matériel, les gels hydroalcooliques, etc. Est-ce que ces dispositifs sont toujours existants? Et enfin, pour la CSSM, on n'a pas de nouvelles sur la prise en charge de la septaine des salariés qui sont en suspicion de Covid. Voilà, j'ai fait le tour. Je pense que vous avez donné en même temps l'ordre de réponse. On va commencer par le DERFIP, suivi de la DIEC, CD et CSSM. Alors, par rapport au mois de février, il y a eu des annonces gouvernementales sur la prorogation du Fonds de solidarité jusqu'à juin 2021. Pour autant, le Fonds de solidarité colle à la difficulté du moment et nous n'avons pas encore d'informations quant aux aides qui courront en février, mars, avril et mai prochain. Pour l'instant, effectivement, le décret ne traite que des demandes pour décembre 2020 et janvier 2021. Par rapport à un document récapitulatif, pour décembre comme pour janvier 2021, le dispositif de fonds de solidarité présent à Mayotte est le même que le dispositif national. Je vous invite donc à consulter le site impôts.gouv.fr ou économie.gouv.fr en tapant sur le moteur de recherche fonds de solidarité et vous aurez l'ensemble du dispositif qui traitera tant des dates d'activité ouvrant droit au fonds qu'aux 4 cas que je vous ai énoncés, c'est-à-dire les entreprises qui sont totalement fermées sur le mois de référence, les entreprises qui sont hors secteur S1 et S1 bis, ou les secteurs appartenant au secteur S1 ou au secteur S1 bis, sachant que les activités liées à ces secteurs sont détaillées précisément au sein de ces 2 sites. Peut-être en complément, je voudrais quand même souligner le fait qu'il y a une décision importante qui a été prise, c'est que le Fonds de solidarité devait cesser en fait en décembre. Donc il a été prorogé, ça c'est le cadre général, il a été prorogé jusqu'en juin 2021. Ça c'est le cadre actuel. Et donc mois par mois, en fonction des évolutions, des difficultés propres à tel ou tel secteur, il peut y avoir des évolutions, mais le cadre général est défini, on a de la visibilité jusqu'au mois de juin. Donc voilà, je voudrais quand même rassurer les entreprises et leurs représentants ici. L'État va continuer à aider de manière très significative les entreprises à travers ce dispositif d'aide qui se veut être simple, rapide et suffisamment large pour toucher toutes les entreprises en difficulté avec des critères qui ont été rappelés tout à l'heure. Mais voilà, c'est une aide vraiment très importante, très significative pour permettre de surmonter ces difficultés. S'agissant de Mayotte, nous sommes, comme vous le savez, en confinement. À ce jour, nous sommes le seul département à être confiné. Il y a eu en métropole un second confinement, donc on a eu une situation à un moment donné plus favorable qu'en métropole. Là, on a une situation plus défavorable. Nous avons nos spécificités, nos difficultés liées à notre insularité, liées aux difficultés d'approvisionnement, du fret. Ces sujets sont gérés de très près par la préfecture, évidemment. Il y a donc une réflexion en cours sur des mesures qui pourraient être adaptées, mais pour l'instant, on n'a pas le résultat de ces mesures, qui pourraient être adaptées à la situation de Mayotte, sachant que l'évolution du régime du Fonds de solidarité, avec notamment les 10 000 €, constitue d'ores et déjà en fait, une évolution très significative par rapport à ce qui existait auparavant pour Mayotte. On avait un régime spécifique, pour le dire brièvement, à 3 000 €, hein, le régime de droit commun, pour le dire brièvement, est plus favorable en fait que le régime spécifique tel qu'il existait
dans le passé. C'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, il y a des choses à affiner, effectivement, liées à l'interdiction, liées au confinement, savoir effectivement quelles sont toutes les catégories d'entreprises directement visées. Donc on y travaille en liaison avec nos services centraux et en liaison avec le cabinet du ministère de l'Outre-mer et bien évidemment qui travaille en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances. Voilà. Alors, la DIECT. Alors, en réponse à la première question relative au délai de paiement, délai de traitement des demandes, donc il faut savoir que l'année dernière, compte tenu de la situation de l'évolution du flux des demandes qu'on recevait, il était jugé nécessaire donc, de réduire le délai de réponse. Et donc, il y a un système de batch automatique qui a été mis en place au niveau national pour permettre de faciliter le traitement des demandes et donc faciliter parallèlement le paiement des indemnisations. Alors, il faut savoir aujourd'hui, nous sommes revenus au délai habituel de 15 jours, délai auquel l'État est tenu de donner une réponse à la demande. Donc, aujourd'hui, nous rencontrons quelques difficultés techniques sur le site Internet. Donc, pour les demandes que nous avons reçues, le traitement est toujours en cours. D'ici peu, nous pourrons les finaliser pour pouvoir accélérer le processus. Ensuite, d'un autre côté, je tiens quand même à rappeler, à signaler qu'il y a eu des blocages exprès qui ont été réalisés en fin 2020, c'est-à-dire plus précisément en novembre 2020, c'est-à-dire ce blocage concerne des demandes tardives qui ont été déposées sur le site et qui sont rétroactives, c'est-à-dire des demandes, par exemple, une demande déposée en décembre et qui est rétroactive jusqu'en mars, qui remonte à mars. Donc, des demandes pareilles, elles ont été bloquées automatiquement par le système pour nous permettre, nous, le service instructeur, de vérifier la véracité, la viabilité des informations afin de pouvoir apporter une réponse à la demande. Ensuite, la deuxième question qui m'a été posée concernant la réponse, du coup, le paiement, la possibilité de paiement, s'il y aurait une possibilité de paiement des indemnités directement aux salariés. Alors, donc, le principe déjà du dispositif, c'est de, comme je l'avais dit lors de ma présentation, l'objectif de ce dispositif est de compenser la perte des salaires dû à ce contexte de crise. Et donc, jusqu'à présent, les indemnités sont versées. L'employeur perçoit les allocations versées par l'État. Ensuite, il verse les indemnités aux salariés. Jusqu'à présent, c'est le système qui est toujours applicable. Nous n'avons pas encore des textes, des mesures prévues pour faire autrement, c'est-à-dire reverser directement les indemnités sur le compte du salarié. Département. Alors, en ce qui concerne les mesures pour le confinement, plusieurs pistes donc, de réflexion sont explorées par le département actuellement sur les mesures qui pourraient être envisagées pour venir soutenir les entreprises. Bien évidemment, ce sont des mesures exceptionnelles puisque nous avons un règlement d'aide au quotidien sur les aides à l'investissement, AIF et aide pour les jeunes. Donc ces aides exceptionnelles étaient donc basées sur le décret pris par le gouvernement au mois d'avril. Donc nous restons attentifs aux mesures qui sont instaurées par le gouvernement, par l'État, et adaptons donc les mesures sur le terrain pour nos entreprises. Donc ces réflexions sont en cours et les résultats vous seront donnés dès que des décisions seront validées par le département. En ce qui concerne les surcoûts que vous avez mentionnés, donc les aides pour les kits hygiène et les aménagements, oui, des aides ont été validées dans le plan de reprise toujours. Donc des kits hygiène seront des aides, donc une dotation fixe pour l'achat de kits hygiène est mise en place pour les entreprises du tourisme. Et également,
une prise en charge des surcoûts spécifiques à l'aménagement Covid, qui concerne le BTP, le transport et le tourisme. Donc l'installation de plexiglas, de lavabos, de distributeurs de gel hydroalcoolique. Donc ces types d'installations sont pris en compte, remboursés sur facture. Donc des modifications ont été faites, mais dès la fin du mois, la plateforme sera ouverte. Donc environ vers le 26 février, la plateforme sera ouverte et les entreprises qui ont déjà bénéficié d'une aide, que ce soit de l'État ou du département, pourront, ce qui veut dire que ce sont des entreprises qui ont déjà été vérifiées et contrôlées, pourront faire une demande sur ces dotations de kit hygiène et de surcoût à aménagement. Donc à partir du mois de la fin du mois de février jusqu'au 31 août. Mais ça ne concerne pas les commerçants. Pas les commerçants. C'est vrai que les mesures ont été sélectionnées et adaptées en fonction des urgences du moment. Donc sur le moment, quand la décision a été prise, les commerçants avaient été ouverts depuis le mois d'avril et fonctionnaient. Donc ils avaient une activité quand même. Et donc ça s'était porté plutôt sur le BTP et qui avait et le transport qui ont des spécificités et le tourisme. Merci. Donc la CSSM. S'agissant de la septaine et de sa prise en charge, donc je complète mon propos de tout à l'heure. Alors oui, il y aura une prise en charge par l'assurance maladie de la septaine dans la limite de 9 jours maximale. Et donc, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, de ce communiqué de presse qui se voudra pédagogique et lisible, compréhensible en fait par tous, et qui reprendrait les différents cas de figure d'arrêt de salariés qui soient liés justement au contexte de crise sanitaire que l'on connaît aujourd'hui. Mais je garantis la prise en charge par l'assurance maladie dans la limite de 9 jours, étant entendu que les pièces justificatives, justement, pour valider que l'activité n'est pas télétravaillable, etc., que le billet d'avion, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, on est en train de finir de le valider pour celui-là d'arrêt. Pour le reste, c'est les autres types d'arrêt, c'est déjà plus verrouillé. Voilà. Ah oui. C'est pas à partir du moment où le communiqué de la caisse sortira que ce sera opérationnel. Hein. Ça sera à partir du moment où la décision a été prise au niveau de l'État. On est bien d'accord. C'est-à-dire au point de départ de la septaine. Voilà. Et là, ça concerne bien sûr tous les secteurs d'activité. Hein. Ce n'est pas lié au secteur 1 bis ou 2. Voilà. Merci. Nous avons largement dépassé le temps qu'on s'était fixé pour ce webinaire, mais s'il y a vraiment une dernière question, Monsieur Rinaldi, sinon nous... Ah, Monsieur Le Derfi, vous voulez intervenir? Juste à propos du prêt garanti pour l'État, pour dire que le dispositif reste ouvert jusqu'en juin 2021 et que la démarche en fait est à accomplir auprès de vos banques. C'est par l'intermédiaire de votre banque en fait que vous aurez les renseignements voulus pour savoir si vous remplissez les conditions d'éligibilité au prêt garanti par l'État, et ensuite vous aurez accès à ce qu'on appelle une plateforme pour obtenir le prêt garanti par l'État. Donc la consigne, adressez-vous à votre banque, ça reste une possibilité ouverte jusqu'en juin 2021 pour le moment. Voilà. Et cette possibilité a d'ailleurs été exploitée, a été utilisée jusqu'à présent par un nombre assez significatif d'entreprises. Hein. Le directeur de l'IEDOM, qui coordonne toutes ces opérations, nous avait donné les chiffres. Je crois que c'est de l'ordre de 200, non de l'ordre de 200, hein, ce qu'on a comme... Voilà. Et il n'y a pas eu de vrai sujet là-dessus, de blocage à notre connaissance. Merci beaucoup. Nous collecterons toutes les questions live Facebook et vous les transmettrons pour pouvoir répondre par la suite à nos opérateurs économiques. Donc encore une fois, merci à tous nos partenaires ici présents. Merci à vous de nous avoir suivis sur le live Facebook de la CCI et de Maët la première. Nous vous donnons rendez-vous pour le 3e webinaire qui sera consacré cette fois-ci
au tourisme. Vous avez compris qu'on est sur les secteurs qu'on a dit ici, c'est-à-dire les plus touchés. Le commerce aujourd'hui, le tourisme pour finir. Mais ça n'a pas empêché de prendre les questions d'ordre général également. Donc, très bonne journée à vous et à bientôt.